Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Le système osseux a été réalisée le 29 mai 2021. Si je réfléchis au système qui me vient à l'esprit quand je pense aux pieds, je ne peux m'empêcher de penser au système osseux. Tout simplement parce que les pieds supportent tout le poids du corps. Ils constituent les fondations de la structure que nous formons. C'est vrai, le système osseux est la structure qui maintient tout le corps debout. C'est la partie rigide sur laquelle tout le reste se construit. On pourrait considérer le squelette comme l'architecture fondamentale d'un corps. Pourquoi certains d'entre nous ont-ils des os et d'autres êtres vivants n'en ont-ils pas? Au tout début de l'histoire biologique, la vie se déroulait dans des environnements aquatiques liquides et par conséquent le mouvement dépendait des vagues de l'eau. Cela laisse entrevoir qu'il n'y avait pas de besoin primordial de posséder une structure osseuse lourde. Ainsi, les premiers êtres capables de se déplacer ont constitué des couches de chondrocytes, cellules à base de collagène et de protéoglycanes, qui forment le tissu conjonctif appelé cartilage. Cette structure a permis aux êtres vivants des mers d'être souples, tout en ayant la force nécessaire pour se déplacer. Ainsi, le règne animal marin, aquatique, se compose de structures cartilagineuses qui se sont complexifiées dans le but d'assurer la fermeté des muscles, ainsi que la liaison et le maintien de la structure des organes. À mesure que les cellules se multiplient et que les organites présents dans le cytoplasme d'une cellule commencent à se multiplier pour former des organes, les membranes cellulaires ne suffisent plus à supporter le poids de cette nouvelle organisation. Les tissus cartilagineux contribuent donc à les contenir, renforçant ainsi la structure. Ils protègent en premier lieu le système nerveux, donnant naissance à l'idée d'une colonne vertébrale. Cela divise les règnes marins entre les invertébrés, ceux dont les organes sont protégés par des coquilles ou du cartilage, comme les crabes et les méduses, les poulpes et les crevettes, et d'autre part les vertébrés, dont les cartilages forment un axe central du système nerveux, auquel s'attachent le reste des organes et les cartilages. Mais dans la mer, il y a des vertébrés qui ne possèdent pas de système osseux, seulement du cartilage, comme les baleines, les dauphins. Mais cela s'explique par le fait que ces espèces sont aujourd'hui marines, bien qu'il y ait eu une longue période où elles ne l'étaient pas. Comment ça? D'un point de vue historique, on pourrait dire que les organismes unicellulaires sont nés dans les océans, donnant ensuite naissance aux zooplanctons, à partir duquel commence à se former une base cartilagineuse, qui donne lieu à des organismes invertébrés tels que les mollusques et les méduses, qui commencent à constituer des couches minérales, créant des coquilles et des carapaces, comme les crabes et les coraux. Puis apparaissent les vertébrés cartilagineux, c'est-à-dire le règne des poissons du Paedocypris qui mesure 7 mm au requin-baleine d'environ 10 mètres. Et ne parlant que des animaux actuels, sans compter les géants de l'ère des dinosaures, où le Litsiktis mesurait environ 16 mètres et ressemblait à un saumon. Au cours des périodes préhistoriques, les changements climatiques ont conduit de nombreux animaux marins à se déplacer vers les côtes pour mener une vie d'amphibien. Lorsque ces animaux ont commencé à développer leur vie à la surface terrestre, les cartilages sont également devenus un moyen de stockage de minéraux pour l'organisme, que celui-ci obtenait auparavant des courants marins. Ainsi, les cartilages ont commencé à se calcifier en absorbant des particules de calcium
et en contenant en leur sein la moelle, un tissu cellulaire qui produit les cellules sanguines. La gravité que l'on ressent sur Terre n'est pas la même que celle que l'on peut ressentir en mer, car la densité de l'eau réduit la sensation de gravité, permettant ainsi à des êtres lourds de flotter. C'est pourquoi les grands êtres qui se sont mis à vivre à la surface ont été contraints d'améliorer leur capacité de mobilité dans des environnements secs, ce qui a conduit les cartilages à se transformer en os pour soutenir la structure et supporter le poids. C'est ainsi qu'ont surgi des créatures vertébrées dotées d'une ossature qui a permis le soutien structurel du poids, la protection des organes fragiles et le stockage des minéraux, ainsi que le maintien de la moelle épinière. Oh, donc les baleines et les dauphins vivaient autrefois sur Terre. Et elles ressemblaient à des vaches qui se sont transformées en morses et en otaries et qui ne sont plus jamais sorties de l'eau. Cette histoire est tellement étrange, des millions d'années. C'est difficile à imaginer face à tant de transformations. De la même manière, nous les humains avons également été des êtres marins qui sommes finalement devenus des êtres terrestres. Waouh, comme des sirènes. Non, mais si ça te fait plaisir de le voir ainsi, D'accord. Donc, nous avons commencé à former des os pour pouvoir nous tenir debout. Bouger, marcher, grimper, courir, maintenir la structure de notre corps. c'est ça. Un humain possède environ 206 os, car certains se soudent pour n'en former qu'un seul au fil du temps, comme le coccyx, qui, d'abord composé de 3 vertèbres, n'en forme plus qu'une seule à l'âge adulte. Pourquoi? Le coccyx est la dernière partie de la colonne vertébrale qui servait autrefois de base à une queue. Et on avait une queue, comme les chats? Il y a des millions d'années, c'était le cas, comme chez certains singes, mais les hominidés l'ont perdue. Elle s'est transformée en coccyx. D'une extension flexible servant à maintenir l'équilibre en marchant, elle est devenue l'axe sur lequel nous nous essayons fermement. C'est pourquoi, n'ayant plus la mobilité ni la flexibilité d'autrefois, ces vertèbres se calcifient pour ne former qu'une selle. Oh, je comprends. Quels sont les 206 os? Nous ne nous attarderons pas sur chacun d'entre eux, mais nous pouvons examiner les plus importants. Il existe deux façons de considérer le squelette. Le squelette axial, composé des parties qui constituent l'axe du corps, le crâne, la colonne vertébrale et les côtes, tandis que le squelette appendiculaire constitue les parties symétriques, reproduites à partir des épaules et des bras, ainsi que des hanches et des jambes. Le crâne protège très bien les parties fondamentales de la vie d'un être, en contenant le cerveau, le centre névralgique du système nerveux, avec ses glandes essentielles. Il s'agit d'une structure lisse, dont les parties ne possèdent pas d'articulation, mais forment un tout. À l'intérieur du crâne se trouve le plus petit os de tous, le marteau et son enclume, qui sont soutenus par des cartilages sensibles qui vibrent sous l'effet des ondes sonores, générant de petits chocs à la manière du code Morse, transmettant les signaux sonores aux neurones, qui les interpréteront comme des mots, du bruit ou de la musique. La mâchoire inférieure s'articule avec les cartilages et les tissus musculaires qui la pressent contre la mâchoire supérieure, formant ainsi une partie de l'ensemble crânien, qui contient 32 dents, parmi lesquelles des incisives, des canines et des molaires. Celles-ci sont constituées d'émail, de dentine et de séments, des tissus durs distincts des os. La colonne vertébrale soutient le crâne depuis sa base, en la reliant au reste des structures osseuses. La colonne est composée de 33 vertèbres, qui, dans certains cas, se soudent pour n'en former qu'une, comme nous l'avons mentionné pour le coccyx. Il y a 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques ou dorsales, 5 vertèbres lombaires, plus le sacrum, 6 vertèbres soudées, et le coccyx, 3 vertèbres soudées. Ces 33 étapes constituent le chemin initiatique d'un être humain, avec ses 11 étapes physiques, 11 étapes émotionnelles et 11 étapes mentales. 11, 11, 11. Le code de l'ascension. Exactement. C'est pourquoi, à l'intérieur de la colonne, se trouve la moelle épinière,
le tronc nerveux, auquel se rattachent tous les organes et d'où partent toutes les informations émises et reçues. La colonne vertébrale contient le reste des os, les clavicules situées en haut, soutenant le torse au niveau du cou, d'où partent le sternum à l'avant et les omoplates à l'arrière du dos, reliés au sternum par les côtes, 2 rangées de 12 de chaque côté, soit un total de 24, destinés à protéger les poumons et le cœur, et à l'arrière, les reins. C'est comme une cage protectrice qui veille sur le trésor cardiaque. Oui, au niveau de l'abdomen, seules les vertèbres lombaires soutiennent le corps jusqu'à l'os sacré, où s'articule le bassin de part et d'autre. C'est là que se trouvent les membres. À partir de la jonction clavicule-omoplate, s'attachent les humérus du bras et de ceux-ci émergent le radius et le cubitus, avant-bras, où s'attachent les mains constituées des os du carpe, du métacarpe et des phalanges des doigts. Du bassin partent les os les plus longs et les plus gros du corps, le fémur, qui s'unit au mollet par les rotules des genoux, reliant le tibia et le péroné. Ceux-ci aboutissent au tarse, métatarse et phalange des pieds. Chaque os est constitué d'une épiphyse, aux extrémités bombées, d'une métaphyse, la partie entre l'extrémité bombée et le milieu de l'os, et d'une diaphyse, l'espace entre les métaphyses. L'extérieur de l'os est constitué d'une couche calcifiée, qui lui confère sa dureté et sa résistance, tandis qu'à l'intérieur, il est formé de pores traversés par des vaisseaux sanguins, entourant la cavité interne où se trouve la moelle jaune, productrice de cellules sanguines et du système immunitaire. Ce sont des colonnes creuses. Plus que creuses, elles sont fluides, car en l'air sain circule l'essence fondamentale du sang. Les os sont la partie la plus rigide, représentant 12% du poids humain, mais c'est aussi eux qui permettent la fluidité et la souplesse de celui-ci. La structure permet la souplesse. C'est quelque chose que tu comprendras avec les articulations. Chaque os est relié à un autre par une couche de cartilage qui entoure l'épiphyse et qui s'unit aux autres os par des cartilages et des tendons, créant ainsi une couche protectrice appelée membrane synoviale, à l'intérieur de laquelle se trouve le liquide synovial. Cela réduit les chocs entre les os, permettant un meilleur mouvement et une plus grande souplesse. C'est quelque chose d'intéressant à comprendre. Les os nous semblent souvent durs, rigides, comme ces modèles et ces structures inébranlables du monde intérieur. De plus, ils nous inspirent une certaine crainte, car étant les derniers éléments à se désintégrer d'un corps en raison de la minéralisation, le squelette finit par devenir un symbole de la mort, de ce que nous redoutons, et nous en venons à refuser de comprendre la vie qu'il nous offre. Exactement. Le lien entre le squelette et la mort nous empêche de voir son importance dans notre vie. Cachés par les muscles qui apportent douceur et humanité, les os sont la face cachée du système que nous craignons de contempler. C'est la fin, c'est la dernière chose qui disparaît, et cela nous rappelle en quelque sorte ce que nous pouvons devenir. La symbolique de l'adoration de l'Éternel à travers le squelette nous a amenés à considérer le crâne et les os comme des symboles redoutés, des emblèmes de la mort. Mais quand on comprend les os, on voit la vie qui en jaillit. Il n'y aurait pas de sang sans os, il n'y aurait pas de système immunitaire sans os, il n'y aurait pas de mouvement sans os. L'être humain doit ses capacités aux os, qui unifient ses parties et le maintiennent ferme, protégeant la vie en son sein, tout en la produisant. Cela nous fait couler. Le paradoxe de l'existence. Tu dois comprendre en biologie que ce sont les cartilages et les os, avec leurs articulations, qui ont fait de la fluidité un potentiel, qui ont donné de la force au mouvement. Transposé à la vie elle-même, à la société, tu pourras comprendre que les structures, les systèmes permettent qu'il y ait de l'ordre, que les choses ne se brisent pas, ne restent pas en suspens et sans sens. Ils donnent de la cohérence à la vie. Ils sont nécessaires, car à leur tour, les structures systémiques, les traditions, les cultures, les sociétés peuvent s'écouler, bouger, évoluer à travers des schémas,
Tu peux ainsi voir que la flexibilité pour trouver la cohérence aura toujours besoin de schémas et de structures, et qu'une structure et des schémas auront toujours besoin de flexibilité pour ne pas se briser. Donc, les systèmes que nous cherchons doivent être flexibles, mais nous devons rechercher des systèmes. Sinon, cette flexibilité aboutira au chaos. C'est pourquoi prête attention à tes os, reconnais-les, honore-les, et réfléchis à ton tour. Quels sont les piliers et les structures qui soutiennent ta vie? Lesquels sont flexibles et lesquels ne le sont pas? Et ceux que tu considères comme rigides, ce sont ceux qui auront besoin d'un kinésithérapeute pour t'aider à trouver le moyen de les rendre à la fois forts et agiles. Je comprends des systèmes flexibles, des structures fluides. Apprends de tes structures, découvre tes systèmes de flux. Je suis l'articulation entre ce qui est rigide. Je suis le canal entre les apprentis. Squelette signifie disséquer, flétri, de squel. Il est temps de lui donner un nouveau sens et de le reconnaître comme la clé de l'épanouissement. Je suis le squelette de la vie.